Bonjour à toutes et à tous, vous regardez 01 TV et vous faites bienvenue dans ce 01 Hebdo. On se retrouve chaque jeudi soir, vous le savez, pour toute l'actualité high-tech. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo numéro 280. La keynote Apple aura lieu le 15 septembre, c'est officiel, alors c'est la semaine prochaine. Que nous réserve la marque à la pomme? Eh bien écoutez, on le découvrira ensemble sur 01 TV. Oui, il y aura moins de public, je pense. Et puis, on fera un point sur la pépite de la santé connectée en France. Il s'agit de WeThings qui sort sa ScanWatch. Revue de détail dans un instant. On ira faire un tour sur la route du Tour de France, François Sorel. Oui, non pas pour faire du vélo, mais pour découvrir j'ai du mal à monter l'école. Tous ces câbles. Ce sont des innovations télécom étonnantes. On verra ça avec Amélie Charnet. Et puis on parlera casque audio pour terminer ce 01 Hebdo avec Jean-Sébastien Zanqui qui a testé le tout dernier Sony. Un casque au top au niveau de la réduction de bruit, pour tout vous dire. Voilà, c'est le menu de ce 01 Hebdo. Bienvenue, c'est parti. Allez, on y va. On espère que vous allez bien. Et on espère que vous allez très bien. On est très heureux de vous retrouver à la fois sur le web, vous le savez, 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et puis sur les box. Vous le savez, les box SFR, Orange, Free et puis sur satellite aussi au FranceSat. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi. Un bon débrief de l'actu high-tech, c'est exclusif 01 TV. C'est parti pour 52 minutes d'infos. Mais avant cela, comme chaque semaine, eh bien, on vous pose une question liée à l'actualité du moment. En l'occurrence, par rapport, c'est lié au sujet qu'on va aborder tout à l'heure, les objets connectés pour la santé. Mais juste avant, peut-être François, la question de la semaine dernière. Oui, et rappelle-toi, la semaine dernière, on n'était pas à Berlin. Non, alors on aurait dû y être. Comme chaque année pour le salon IFA, et justement on vous questionnait là-dessus. Regrettez-vous que le salon IFA de Berlin n'ait pas lieu en vrai cette année? Voilà la réponse. Écoutez, elle n'est pas très flatteuse pour Berlin, même si c'est une ville bien sympathique. Non, à plus de 60%. Bon, écoutez, oui, on aurait bien aimé y être en tout cas, mais c'est vrai qu'on a eu quand même droit à quelques annonces, même sans IFA réel, il y avait une sorte d'IFA virtuelle. Non, 58,7% exactement, et oui, 41,3%. Cette semaine, santé connectée à la une de 01 Hebdo, avec une question, toujours sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Utilisez-vous des objets connectés pour suivre votre santé? Eh bien, une majorité de oui, tu as vu? Oui, et c'est plutôt... ça ne vient que de commencer. Positif. Alors bien sûr, il y a l'Apple Watch, il y a les bracelets Samsung, il y a la ScanWatch de WeThings, il y a aussi de nouveaux objets qui arrivent, comme par exemple des bagues, on en parlera tout à l'heure, Jérôme. Bref, il y a plein de choses aujourd'hui pour monitorer sa santé. Ça sera l'un des gros sujets donc de ce 01 Hebdo tout à l'heure. N'hésitez pas à voter, hashtag Orange, hashtag 01 Hebdo sur Twitter, sur le compte Twitter de 01 TV. Mais avant cela, on a plein de sujets d'actu à voir en détail avec vous. C'est tout de suite. Et Jérôme, avant toute chose, je tenais quand même aussi à vous rappeler... À me remercier. Oui, remercier toi, ta famille, tes amis, pour cette belle prestation scénique chaque année. Je te retourne le compliment. Juste pour vous rappeler que notre partenariat avec la société IBM se poursuit. Vous savez qu'on a engagé en fait un partenariat ambitieux où tous les mois on vous fait découvrir toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Et ce mois-ci, on vous propose sur la chaîne YouTube de 01 TV, mais aussi sur 01nettv.com, de découvrir un documentaire très bien réalisé sur la mode et l'intelligence artificielle. C'est très intéressant. Comment, justement, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la mode. C'est à retrouver donc sur YouTube et sur 01nettv.com. En attendant la révolution de la mode par l'intelligence artificielle, l'actu, ce sera mardi prochain, mardi soir, à Cupertino, au siège d'Apple. Alors au siège d'Apple, mais sans le public habituel. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, les gens que vous voyez là, eh bien, c'est ceux de l'année dernière. C'est ceux de l'année dernière. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde pour cette keynote. L'intérêt, c'est que malgré tout, on n'est pas obligé d'être à Cupertino pour la suivre, cette keynote, puisqu'il suffira de vous brancher sur 01 TV pour la suivre en direct, puisque bien sûr, comme à chaque fois, vous le savez, l'actualité, c'est sur 01 TV. On vous fera vivre cette keynote en direct. Une keynote, évidemment, de rentrée qui est très attendue, Jérôme. Oui, alors, il y a encore du mystère. On sait qu'il devrait y avoir des nouveautés du côté de l'iPad, des nouveautés du côté de l'Apple Watch. On serait donc à la 6e génération d'Apple Watch. Et oui, la série 6. La série 6.
Et puis, évidemment, la question que vous posez, c'est par rapport à l'iPhone. Y aura-t-il un iPhone 12 ? Ça, c'est pas sûr. Alors là, c'est le gros débat. C'est le gros mystère. C'est le gros débat qui enflamme les geeks que nous sommes. Est-ce que Apple va présenter les nouveaux iPhones la semaine prochaine ? Rien n'est moins sûr. Pourquoi, Jérôme ? Tout simplement parce que peut-être qu'Apple a prévu un autre événement, peut-être un petit peu plus tard, courant octobre, pour présenter et se focaliser sur ces iPhones qui auraient du retard logique après cette période de Covid. Vous avez aperçu notre spécialiste Nicolas Lelouch, avec qui on va parler d'autre chose dans un instant, mais en 8 secondes, Nicolas, ton avis là-dessus ? Pas d'iPhone. Pas d'iPhone. Voilà, ça a été moins que 8 secondes. Mais bon, c'est pas pourtant qu'il ne faut pas regarder la keynote. Hein. Ah bah non, voilà, bien sûr. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vraiment, il y aura du lourd par ailleurs. C'est ce qu'on peut penser. Là, ils annoncent 2 heures de conférence sur le site, donc 2 heures sans iPhone, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses. Non, ça peut être pas mal. Ah oui, 2 heures de keynote. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, dit, donc dans un on peut sens. l'espérer. Mais il y a le casque, l'enceinte, les tags. Il y a tellement de rumeurs les tags. en ce moment. Moi, j'attends les tags. On peut imaginer que ça va être le moment de dévoiler tout ça. Donc oui, ça à voir. Bien. Oui, voilà. Donc écoutez, plein de suspense plane autour de cette keynote. Rendez-vous ce mardi 18h45 en direct sur 01 TV, sur les box et sur le web bien sûr. L'actualité de la tech cette semaine, c'est toujours Apple, mais alors dans un tout autre registre. C'est cette histoire incroyable dont on a déjà parlé la semaine dernière. On ne va pas refaire le dossier en entier, mais juste, voilà, nous voulions vous donner des petites nouvelles du duel, du bras de fer au sommet entre Apple et Epic. Alors tout ça est une histoire de gros sous, hein, vous vous en doutez, bien sûr. On parle de centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars, hein, on va dire de... Donc c'est l'affaire Fortnite. Hein. Exactement, l'affaire Fortnite. Et la nouveauté cette semaine, c'est qu'Apple exige dorénavant des indemnités de la part d'Epic. Apple a contre-attaqué. Il faut dire qu'Epic a essayé un petit peu d'aller titiller comme ça le diable, le géant Apple, et puis ils se prennent un peu un retour de soufflet. Manivelle. De retour de manivelle, donc c'est vrai que c'est Apple qui a contre-attaqué en justice, qui en plus essaye de dégonfler la baudruche en disant que Epic n'est pas du tout le Robin des Bois qu'ils essayent de faire croire qu'ils sont, c'est juste un désaccord financier basique, donc c'est vraiment une sale histoire qui continue. La traduction concrète, c'est que les joueurs vont vraiment être lésés dans cette aventure-là, puisqu'ils vont même plus pouvoir utiliser maintenant le service de connexion d'Apple. Oui. Qui était avant intégré dans le système d'Epic. Hein. Donc là, tout ça va être enlevé par Apple. Ça veut dire que pour tous les utilisateurs qui avaient ce système d'identification, ils vont être obligés de le changer. Donc c'est pas anodin, il faut y penser. Il faut trouver un autre compte, etc. Enfin voilà, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Apple et Epic se battent comme des chiffonniers. C'est épique, cette bataille. Et c'est facile. Okay, voilà. Et ce sont les utilisateurs qui trinquent, bien évidemment. Est-ce qu'on pense un peu aux utilisateurs et aux millions de joueurs dans cette histoire-là ? Parfois, on a l'impression que ce soit Epic ou Apple, tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui est un peu dommage. Prochain round, la fin du mois, au tribunal aux États-Unis. En tout cas, c'est la justice qui va trancher. Voilà, c'est un petit feuilleton bien sympathique que les geeks adorent suivre, bien sûr. Excellent. Retour en France ? Oui, avec, écoutez, le futur des télécoms qui se précise. Ce sont, Jérôme, les fameuses... Alors, tiens, justement, est-ce que ton télévis est plein ? Parce que tu vas pouvoir bientôt surenchérir sur les licences 5G. J'avais d'autres projets. Tu avais d'autres projets ? C'est dommage. Parce que crois-moi que pour les opérateurs télécoms, là, ça doit commencer à regarder ce qu'il y a dans le compte courant. Ah bah oui, évidemment, puisqu'il est question de lâcher au moins 2 milliards, plus de 2 milliards qui rentreront dans les caisses de l'État. C'est une bonne nouvelle pour l'État, pour les citoyens. Pour les opérateurs, évidemment, ça va coûter très cher, mais ils le savent, ils font quand même leurs économies en principe depuis pas mal de temps. Et ce sera donc le 29 septembre, date officielle, qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps. Il s'agit d'acheter 11 blocs de fréquences sur la plage des 3,5 GHz, c'est-à-dire c'est le cœur de la 5G, on va dire. Hein. C'est des fréquences où c'est là où tout va se passer, l'innovation technologique va être là, etc. Le 26 GHz n'arrivera que bien plus tard. Le 700, il est déjà là, donc il est question de le recycler un peu. Là, le 3,5, c'est vraiment la vraie 5G. Hein. Voilà, c'est la vraie 5G, en tout cas le premier étage de la fusée 5G, on peut dire. Donc c'est très important. Autant vous dire que c'est stratégique. Hein. Il y a vraiment des coups de poker qui sont en train de se préparer de la part des opérateurs télécoms, que ce soit Orange,
Orange, SFR, Free ou Bouygues, puisque chacun vont mettre au pot des centaines de millions d'euros pour pouvoir en fait utiliser la 5G et acheter ces fameuses fréquences. Voilà. Et tout ça dans un contexte, ça ne vous a certainement pas échappé, de plus en plus tendu, puisque la 5G c'est devenu un sujet politique aujourd'hui, puisque on s'empoigne politiquement entre pour ou contre la 5G. La 5G avec deux motifs d'inquiétude, la santé, l'environnement, et puis des querelles d'experts. On n'a pas d'études très nettes qui permettraient de trancher, mais enfin... Et beaucoup de fake news aussi sur le sujet. Beaucoup de fake news. Beaucoup de désinformation. Faites attention à tout ce que vous pouvez lire sur ce sujet. Oui. On se rend compte que parfois on a des discours même de personnes sensées qui racontent des choses. Alors on n'est pas censé avoir la science exacte concernant les télécoms, mais bon, on y est depuis quelques années et on entend parfois des gens plutôt intelligents et qui ont une aura importante raconter mais vraiment des trucs incroyable. C'est devenu très politique maintenant. C'est aussi une très bonne manière d'exister politiquement. Oui. Voilà. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. En racontant parfois des choses un peu bêtes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tiens, il faudrait qu'on fasse une émission sur la 5G. Mais vous savez quoi, on va faire une émission sur la 5G. Vraiment, on dirait tout en détail, on répondrait à vos questions. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait? Eh oui, je sais que Jérôme m'avait envoyé un SMS à la plage cet été en me disant il faut qu'on fasse une émission sur la 5G. Et il faut qu'on la fasse, tu as raison. Voilà. Spécial 5G. On va s'y atteler parce que c'est un sujet passionnant, qui est sociétal, qui va bien au-delà de la technologie en fait. Et puis on dira tout. Et on dira tout, et vous pourrez aussi poser vos questions. Nicolas Lelouch, salut Nico. Salut, rebonjour. Rebonjour. Alors Nico, c'est un jour un peu particulier pour Huawei aujourd'hui, en ce jeudi 10 septembre, puisque Huawei a fait une conférence fleuve pour annoncer pas mal de nouveautés, et on va se focaliser sur... un élément stratégique, très stratégique de la part de Huawei, c'est l'OS en fait, le système qu'il y a dans les smartphones. On sait que Huawei est attaqué de toutes parts en fait par les États-Unis. Ils peuvent plus se servir de Google, ça a des conséquences terribles pour cette boîte. Android c'est fini, le Play Store c'est fini, et donc, les composants maintenant, y compris les composants pas chinois mais coréens et taïwanais, c'est ça Ouais, en fait il y a une interdiction toute simple. Toute entreprise qui travaille avec les États-Unis n'a plus le droit de travailler avec Huawei. Donc ça veut dire que LG et Samsung, c'est deux dont tu parles quand tu parles des Coréens, qui produisaient des écrans pour Huawei, n'ont plus le droit de donner des écrans à Huawei. Donc c'est un peu compliqué. Et ça, c'est nouveau, ça, non? C'est quelques jours, c'est tout nouveau, mais ça veut dire que tout est en train de se resserrer pour Huawei, qui est en train de se faire étouffer de toutes parts. Les États-Unis veulent asphyxier Huawei, quoi. Et c'est en train de fonctionner. Le sortir du marché. Après le soft, après les processeurs, après les écrans, qu'est-ce qui reste à Huawei? Plus grand-chose. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que cette conférence, c'est la Huawei Developer Conference, un événement qui a lieu tous les ans. C'est un peu équivalent à la WWDC d'Apple ou à la Google I.O. Et l'idée, c'est là que Huawei va à la rencontre des développeurs pour développer sa plateforme, pour annoncer les nouveautés logicielles. Et ce que Huawei arrive plutôt bien à faire, il faut quand même saluer ça parce qu'ils arrivent à rebondir, vu d'où ils partent, c'est quand même assez fort, c'est qu'ils sont en train de trouver un moyen de s'en sortir malgré les interdictions logicielles des États-Unis. Donc, l'annonce du jour, c'est HarmonyOS. On l'avait déjà vu l'année dernière. C'était ce fameux système d'exploitation qui, contrairement à Android ou à iOS, est un système d'exploitation multiplateforme. L'idée d'HarmonyOS, c'est que c'est un OS très léger, open source, qui va fonctionner avec les applications Android, mais aussi avec des web apps, avec des applications propriétaires. Donc c'est vraiment, ça peut reproduire d'autres plateformes, mais ça peut s'installer sur un four, sur un téléphone, sur une télé, sur un ordinateur. Et c'est tellement léger qu'on a vraiment un seul système de base, et tous les appareils avec HarmonyOS fonctionnent ensemble, donc ils se repèrent sur le réseau local. C'est du Linux ou ils sont partis vraiment de... Je ne saurais pas te dire, mais l'idée c'est que c'est vraiment quelque chose de... Plus léger qu'Android, c'est plus léger qu'Android. En fait, le concurrent direct, c'est Fuchsia, qui est le successeur théorique d'Android que Google développe depuis quelques années. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir vraiment un OS moderne conçu justement pour l'Internet des objets. Et cet HarmonyOS, on l'avait vu l'année dernière, et quand on demandait à Huawei, est-ce que HarmonyOS va équiper les smartphones, on nous disait, ah non, c'est pas le but. HarmonyOS, c'est un système pour les objets connectés. Nous, on reste fidèles à Google et à Android. Ça, c'était au tout début du coup de semonce de Trump. Et c'était peut-être vrai, c'était peut-être l'objectif. Bien sûr. Ils espéraient avoir une solution avec Google. C'est-à-dire que là, en fait, tous ces incidents, voire même ces accidents géopolitiques qu'il y a entre la Chine et les US, précipitent Huawei à s'émanciper finalement. Ils sont obligés d'aller plus vite. C'est ce qui se passe. Que ce qu'ils avaient prévu, en fait. On peut imaginer qu'HarmonyOS est en développement depuis plusieurs années et qu'à terme, Huawei
et la Chine, par l'intermédiaire de Huawei, souhaite avoir son OS souverain et ne plus dépendre des technologies américaines et pouvoir proposer du coup des appareils avec un OS chinois, ce qui est évidemment extrêmement stratégique dans un monde où la technologie est en train de devenir essentielle justement aux nations, il y a plein de choses. Donc évidemment que c'est bénéfique pour eux. Maintenant, est-ce que l'objectif était de sortir Harmony OS en 2020 ? Certainement pas. Maintenant, ils n'ont pas le choix parce que sinon Huawei va mourir. Donc ce qui se passe avec Harmony OS, c'est que désormais on a un calendrier. Dès aujourd'hui, il y a une version bêta qui sort pour les télés et les montres. Donc si vous avez une montre ou une télé Huawei, vous pouvez installer Harmony OS. Nous, on s'en fout parce qu'on ne verra pas la différence, mais les développeurs, ça va leur permettre de concevoir des applications. En décembre, on pourra installer Harmony OS pour la première fois sur des smartphones. En décembre prochain. Donc ça, c'est encore en bêta. Donc ça sera complètement nouveau. Mais l'idée étant d'avoir donc un que sur les smartphones Huawei. Que sur les smartphones Huawei, pour l'instant, ça c'est sûr. D'accord. À partir d'avril 2021, certains smartphones Huawei, mais pas les hauts de gamme, pourront avoir Harmony OS. Et en octobre, tous les téléphones Huawei seront éligibles à Harmony OS. D'ici un an, en fait, Huawei va enlever Android de ses smartphones pour installer sur tous ses smartphones Harmony OS. C'est ça. Alors, ça, oui et non, parce que ce qui n'est pas clair, c'est que Huawei ne dit pas ce qui va se passer exactement. Est-ce que c'est réservé aux développeurs ? Est-ce que ça va être facultatif ? Est-ce que ça va être obligatoire pour tout le monde ? C'est pas développé. A priori, ce qui a été dit par Huawei en parallèle de la conférence, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle surcouche qui s'appelle MIUI 11 qui a été lancée aujourd'hui, qui tourne sur Android 10 et non pas Android 11 parce que Huawei n'a pas accès à Android 11. Enfin, on voit vraiment qu'ils sont vraiment pris au piège et que ça commence à être de plus en plus compliqué pour eux. Et ce que Huawei a confié à certains journalistes présents en Chine, c'est que les téléphones qui auront MIUI 11 auront un bouton dans les réglages qui permettra de basculer vers Harmony OS. Donc ça sera une transition très simple, peut-être facultative dans un premier temps, mais on devrait pouvoir basculer sur Harmony OS très facilement. Il n'y aura pas besoin d'une réinstallation ou de passer par Avec Huawei. quel écosystème il y aura quoi comme appli ? Harmony OS étant un dérivé d'Android en quelque sorte, toutes les applications Android vont fonctionner et surtout le travail que Huawei a commencé il y a 1 an et demi avec l'App Gallery, il va servir sur Harmony OS parce que les applications de l'App Gallery, elles n'utilisent pas les API de Google, elles utilisent les API de Huawei. Mais ces API de Huawei, elles vont fonctionner sur Harmony. Donc toutes les applications qui sont déjà sur l'App Gallery toute l'App Gallery marchera sur Harmony Tout à OS. fait. Au final, pour l'utilisateur, d'ailleurs on n'a pas vu à quoi ressemble Harmony OS, mais on peut imaginer qu'Harmony OS ressemble à Android. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne le montrent pas, c'est qu'en réalité, l'interface risque d'être absolument la même, si ce n'est que Huawei va enfin avoir la flexibilité qu'il souhaite dans les mises à jour, pouvoir gérer son propre système et surtout à terme développer justement tout cet écosystème avec les objets connectés pour que tout fonctionne ensemble. C'est intéressant. Oui, très intéressant. C'est peut-être une bonne nouvelle finalement et pour Huawei pour les utilisateurs. Je pense. Il va falloir être patient. Ils vont vite. J'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Il y a 96 000 applications qui utilisent les services Huawei aujourd'hui. C'est immense. Il n'y avait rien l'année dernière. Ils ont des milliers d'API contre des centaines il y a 1 an. Donc, ils se donnent les moyens. Maintenant, c'est ce qu'on disait juste en début de cette intervention, c'est que, OK, ils sont en train de rattraper leur retard sur le logiciel, ils vont être indépendants de Google et c'est très bien, on va enfin avoir un 3e système équivalent à iOS et Android. Mais le problème, c'est que s'ils n'ont plus d'écran, s'ils n'ont plus de puce, tout ça, ça ne sert à rien. Ou alors, ça sera pour les autres, ça sera pour les objets connectés. Ouais. Mais au final, Harmony OS va échouer. Donc, c'est très intéressant à suivre. Il y a vraiment une guerre technologique qui est en train de se dérouler. Peut-être que Donald Trump a donné à la Chine beaucoup plus de puissance qu'il ne le pensait. Oui. Et on verra les conséquences dans 4 ou 5 ans. Parce que j'imagine que chez Google, ça doit commencer à tirer un peu la langue, parce que finalement, ils vont se retrouver avec un concurrent. Il y a un concurrent, c'est sûr. Qui va enlever des dizaines de millions d'utilisateurs d'Android, en fait, mais est-ce que ça ne va pas freiner l'expansion de Huawei en dehors de la Chine aussi En dehors de la Chine, on en a parlé dans notre émission, dans De quoi je me mail, il y a 1 semaine. Là, Huawei projette des parts de marché en dessous de 10% d'ici Noël, alors qu'ils étaient à 20% les années précédentes. Donc évidemment que ça va les freiner. Maintenant, c'est sur le moyen terme qu'il peut y avoir un rebond. Et la question, là on en parlait hors plateau tout à l'heure, c'est aujourd'hui un Xiaomi, un Oppo vont logiquement utiliser Android parce que c'est la meilleure chose pour eux. Mais est-ce que d'ici 2-3 ans, la Chine ne va pas inciter les constructeurs chinois qui sont en train de prendre de la puissance à utiliser Harmony en leur disant voilà, avec Harmony, vous avez toutes les applications Android qui fonctionnent, vous avez un système chinois, vous êtes indépendant. On n'a pas le risque que les Américains exploitent les données. Et c'est tous ces enjeux géopolitiques, c'est de savoir si Harmony OS va rester une propriété de Huawei qui essaye de survivre, parce que ça va devenir l'OS de la Chine. Et je pense que ce côté multimodal, il y a un truc que je n'ai pas précisé qui est important, c'est qu'Harmony OS, contrairement aux autres systèmes d'exploitation, si tu développes une application pour une télé, elle va marcher sur une téléphone
sur un téléphone ou sur une voiture sans que le développeur ait à adapter son interface. Donc, certes, il y aura certainement des ajustements pour que l'interface soit parfaite, mais c'est le premier OS responsive pour tous les logiciels. C'est ce que Google essaye de faire avec Fuchsia, c'est certainement ce qu'Apple fera un jour en fusionnant tous ses OS, mais là, Huawei a de l'avance. Après, ça ne va pas régler tous les problèmes parce que c'est pas parce qu'on va avoir un Harmony OS que les US vont autoriser Twitter, Facebook, les services Google, etc. Évidemment. Donc finalement, au bout d'un moment, on aura le même problème. Pour avoir les services qu'on utilise au quotidien et qui sont américains, ça va être la galère. Non, bien sûr, le problème, l'Harmony OS ne va pas sauver Huawei en Europe. Maintenant, est-ce que ça va permettre à Huawei d'avoir un nouvel élan et de créer quelque chose de vraiment fiable sur la durée? Peut-être. Mais c'est là où ça va être assumé. C'est marrant que tu dis ça parce que je me suis fait la remarque en regardant la conférence ce matin, c'est que toutes les applications citées en mode « regardez, la galerie est remplie d'applications », on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine d'icônes et j'en reconnais 2. Oui. Et c'est la preuve, en fait, il y avait TikTok et AliExpress, quoi. Il y avait TikTok et AliExpress, vraiment, c'est ça. Et il y avait Bolt aussi, Bolt qui est un investisseur chinois. Voilà, on s'y retrouve au final. Hein. C'est une application européenne avec un investisseur chinois, ça se retrouve dans la galerie. Mais ça n'empêche pas que toutes les grosses applications qu'on connaît vont être bloquées d'Harmony, de l'app galerie, parce que Huawei est sur liste noire. Ça confirme tout ce qu'on voit par ailleurs, hein, bipolarité Est-Ouest de plus en plus marquée. Hein. Et c'est assez troublant. C'est assez troublant. Et ça risque de prendre de grosses ampleurs. Merci beaucoup, Nicolas. On va te laisser retourner à ton bureau parce que je crois qu'il y a encore des conférences, non? C'est 3 jours de conférences. Et là, en chinois en plus. C'est ça, en chinois, c'est un régal. Alors, heureusement que tu es bilingue. Non, je ne suis pas bilingue. Heureusement, il y a des traductions anglaises absolument épouvantables. Mais on fait avec. Et oui, cet après-midi, ce sont des annonces matérielles. Donc, il y a notamment des écouteurs qui sont des copies des AirPods Pro, des montres et des PC, mais pas de smartphone, vous vous en doutez. Très bien. On en parlera bien sûr très bientôt sur zeronet.com. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. On va poursuivre. Oui, bien sûr. Cette séquence actu qui est chargée aujourd'hui. Encore un petit mot de gaming, puisqu'il y a eu des annonces il y a quelques jours, signées Microsoft. Microsoft qui avait déjà dévoilé la Xbox Series X et qui nous a confirmé l'arrivée également d'une petite sœur. Voilà, toute petite, toute belle, moins puissante bien sûr que le ténor de la puissance qui sortira dans un petit peu plus tard. Hein. Voilà, même processeur que la Xbox One X. Pas d'Ultra HD, c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment de mettre de la 4K un peu partout. Là, visiblement, celle-ci sera d'entrée de gamme en quelque sorte. Donc c'est un peu logique. Mais bon, elle sera moins chère aussi. À 300 € quand même. 300 €, tandis que la X sera aux alentours de 500 € et les deux devraient arriver, si j'ai bien compris, le 10 novembre. Voilà. C'est bien ça. Très bien. Et puis, évidemment, c'est le modèle haut de gamme qui nous intéresse. Bien sûr, nous ne faisons que dans le haut de gamme. Non, mais qui apportera toute la puissance de la console next-gen, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et ça arrivera aussi dans les semaines qui viennent. Mais ça va être une petite next-gen low cost, en fait. Exactement. Ça sort le 10 novembre prochain. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, la PlayStation 5 que tout le monde attend. Je suis persuadé que Nico aussi l'attend. Non? Ouais, la Xbox, la PlayStation, les deux. Tous les deux. À la fin d'année va être sympa. Et oui, il va falloir parler de la DRH des primes pour Nicolas. Parce que là, les primes consoles. Les primes consoles. Bon, on enchaîne et on va maintenant parler de santé connectée, Jérôme. Tout à fait, on va parler d'objets connectés pour la santé avec notre invité tout de suite. Avec notre question 01 Hebdo Orange de ce jeudi, utilisez-vous des objets connectés pour suivre votre santé? N'hésitez pas à répondre à cette question. Alors Jérôme, pour l'instant, c'est la parité. Incroyable. Incroyable. 50-50. 50% de oui, 50% de non. Voilà. Mais ce n'est que le début. On va voir si ce résultat s'affine dans les jours qui viennent. Eh bien, on va demander son avis à notre invitée, Lucie Broteau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Directrice marketing de la société française WeThings, qui sort la toute nouvelle montre connectée WeThings, qui s'appelle la ScanWatch. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat de sondage? J'espère que le oui va l'emporter. J'espère que WeThings aidera à faire en sorte que le oui l'emporte. Enfin, cela dit, déjà 50% des Français, en tout cas des sondés qui sont intéressés par des objets connectés santé, c'est beaucoup. Hein. Oui, je pense qu'il y a quelques années, effectivement, on aurait pu avoir un résultat bien plus faible. Les gens connaissaient essentiellement suivre sa santé, résumé à suivre ses pas.
Aujourd'hui, on parle de santé concrètement sur les wearables, donc c'est intéressant. Et alors là, vous sortez une montre qui est vraiment sous le feu des projecteurs et partout en France, mais aussi dans le monde. Que je l'ai même au poignet depuis quelques jours. Alors, on l'a reconnu tout de suite, c'est une WeSings, avec ce côté un peu rassurant et traditionnel de la montre avec eh bien, les aiguilles et le cadran qu'on connaît, sauf qu'elle est bourrée de technologie. Cette montre-là, est-ce que vous pouvez nous la décrire et à quoi elle sert ? Donc c'est une montre analogique qui ressemble à une vraie montre, que vous portez comme une vraie montre au quotidien, qui permet de suivre un certain nombre de paramètres vitaux, souvent en continu ou parfois à la demande, et qui permet, ce faisant, de détecter un certain nombre de maladies, essentiellement des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires liés à l'apnée du sommeil, par exemple. L'apnée du sommeil, ça c'est nouveau. Tout à fait. On avait déjà sorti une montre qui permettait de faire un électrocardiogramme à la demande. Il y a à peu près 1 an, on a intégré ça donc, dans une montre qui a beaucoup plus de capteurs aujourd'hui et par ailleurs qui intègre un capteur de SpO2, donc, qui permet de mesurer la saturation en oxygène dans votre sang. Qui sert à quoi ? Donc la saturation d'oxygène, elle permet, c'est un paramètre vital. Quand vous allez à l'hôpital, souvent on vous le mesure, on vous le met au bout du doigt. Exactement. Nous, on arrive à le faire sur le poignet avec un capteur optique. Et ça permet donc associé à un certain nombre d'autres paramètres pendant la nuit, tels que la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et vos mouvements. On a développé un algorithme qui permet de détecter des perturbations respiratoires. Ce qui fait qu'on sait pendant la nuit s'il y a des moments où vous arrêtez de respirer, même des micro-moments où vous arrêtez de respirer, et à quelle intensité vous avez ces perturbations. Oui, parce que si je m'arrête de respirer, forcément j'ai moins d'oxygène dans le sang. Exactement. Le capteur va le détecter. Et il va analyser ça avec ma fréquence cardiaque, etc. Voilà. Donc c'est pas que le SpO2, c'est pas que Et donc il y a un bilan. C'est une combinaison de tous ces paramètres en fait. Il y a un bilan que j'ai le matin lorsque je me réveille. Exactement. Et ça c'est unique dans une montre. On arrive à faire ça aussi, c'est important de le rappeler, parce qu'on a une montre qui propose jusqu'à 30 jours d'autonomie. Quand vous avez une montre que vous devez recharger pendant la nuit, tout de suite c'est plus compliqué. Exactement. C'est embêtant. Est-ce que cette technologie-là d'apnée du sommeil, qui n'est pas encore implémentée, je crois, elle est prévue avec une mise à jour qui arrive bientôt ? Alors aujourd'hui, on peut déjà suivre ces paramètres vitaux et on a déjà développé un algorithme depuis déjà un moment qui a été testé à nombreuses reprises. Mais vous attendez l'homologation officielle ? Voilà, donc en fait ce qu'on donne aux utilisateurs, c'est la possibilité de détecter ce qu'on appelle aujourd'hui des perturbations respiratoires. Comme son nom l'indique, c'est simple à comprendre. Et en fait, cet algorithme-là, on est en train de le tester. On est en train de faire une étude clinique à l'hôpital Béclair, d'ailleurs, pour en fait comparer les résultats de notre algorithme face au gold standard, qui est la polysomnographie. Donc, vous savez, cet exercice où vous allez dans un hôpital du sommeil, on vous met plein de capteurs partout sur le corps pour détecter très clairement l'apnée du sommeil d'autres manières. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est difficile à détecter. Et le fait de pouvoir la détecter simplement avec une montre, c'est révolutionnaire. D'ailleurs, je crois que vous avez d'autres objets connectés qui pourront à terme ou qui font déjà ce type de choses. Ce fameux capteur qu'on glisse sous le matelas. On a un capteur sous le matelas qui a reçu le marquage CE. Qui est très précis, moi je teste également depuis quelques jours et qui donne vraiment des informations. Et qui est totalement non invasif, c'est-à-dire que vous le mettez sous votre matelas et pendant la nuit. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que là on n'a plus besoin d'avoir quelque chose autour du poignet, on se couche. On n'a rien à faire et le lendemain, on a un bilan de 5 nuits de sommeil. Et ça, donc il y a eu une étude clinique qui nous a permis de démontrer les performances de ce produit-là pour détecter officiellement l'apnée du sommeil. Lucie, moi j'avais juste une petite question concernant le côté anxiogène de tout ça. Est-ce que le matin, déjà quand on se lève, on n'est pas forcément hyper gai, enfin ça peut arriver, mais bon, le fait d'avoir une espèce de sentence comme ça qui tombe en nous disant vous avez mal dormi, vous avez vu, vous avez fait un peu d'apnée, etc. Bonne journée, c'est pas un peu stressant, non ? Alors, comment annoncer ces mauvaises nouvelles parfois, mauvaises, mais en tout cas ces indicateurs qui ne sont pas forcément hyper positifs ? Alors déjà, pour la partie sommeil, on vous autorise on vous laisse le choix d'activer ce qu'on appelle le scan respiratoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les nuits. Si vous avez des doutes, vous pouvez le faire pour vérifier que vous n'allez pas avoir de problème. Après, on va dire que pour la plupart des gens, ça représente au contraire
une forme de rassurance en se disant finalement j'ai rien. Bien sûr. Et parce que les gens sont aussi hypocondriaques, ils ont l'impression d'avoir des tonnes de symptômes. Il y a plein de gens qui croient qu'ils ont de l'apnée du sommeil alors qu'ils n'en ont pas. Ça permet aussi de se rassurer. Et puis en fait, si on a vraiment un problème, d'être sûr de pouvoir agir à l'avance et aller consulter son médecin et puis prendre action à ce moment-là. Mais François a raison de poser la question. Finalement, on a l'impression que ces objets ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Ça dépend beaucoup aussi du tempérament de chacun. Bien sûr. Certaines personnes risquent d'être plus angoissées, d'autres... moi, je trouve ça assez intéressant de se lever le matin en se disant tiens, je me sens pas vraiment au mieux de ma forme. Et en fait, en regardant les chiffres, on se dit ah bah tiens, c'est peut-être ça vient sans doute de là, etc. Oui, en fait, il faut avoir un intérêt pour suivre sa santé, déjà à la base. Après, l'effort qu'on fait, nous, chez Weezing, c'est de designer des produits qui vont pas crier haut et fort que vous êtes malade, que vous avez un potentiel problème. Vous voyez cette montre, elle est extrêmement élégante. Vous n'avez pas besoin d'y penser tout le temps, vous n'avez pas besoin de la charger tout le temps. Elle vous envoie les notifications que vous avez envie de recevoir. Et donc, on a supprimé tout ce qui pouvait être relativement anxiogène dans un wearable. Juste un mot sur l'apnée du sommeil et sur toutes les autres, on va dire, constantes que vous surveillez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la prévention, tout ça. C'est-à-dire que ça peut nous éviter, après, des complications et des pathologies beaucoup plus graves. Exactement. Pour prendre l'exemple de la fibrillation auriculaire, donc, cette montre détecte la fibrillation auriculaire, qui est l'arythmie la plus répandue. Vous pouvez faire soit un électrocardiogramme, soit via le capteur optique, on va analyser votre fréquence cardiaque et voir si vous avez un rythme cardiaque qui est irrégulier. La fibrillation auriculaire, elle est responsable de à peu près un tiers des AVC. Et il y a énormément de gens qui ne le savent pas parce que soit elle n'est pas permanente. Et parce que c'est silencieux en plus. Et parce que ça peut être silencieux. Il y a certaines personnes qui ont des symptômes, qui peuvent avoir des palpitations, mais une fois qu'ils se retrouvent chez leur cardiologue, ils n'ont plus rien, on fait un test, à ce moment-là, on ne voit plus rien. Et par ailleurs, ça peut être effectivement silencieux. Et si on vous donne ce système d'alerte, ça vous permet d'aller voir votre médecin. On a même, en fait, le fait de pouvoir faire un électrocardiogramme, d'enregistrer un électrocardiogramme, c'est quelque chose que vous pouvez ensuite montrer directement, envoyer à votre médecin et le montrer, et qu'il puisse analyser lui et dire, effectivement, je constate et je peux faire des examens complémentaires. Au-delà de l'aspect santé, cette montre, on peut le rappeler aussi, elle fait ce que font beaucoup de montres connectées, elle affiche les notifications, même les SMS, on peut lire les SMS qui défilent sur une ligne. Ah oui, parce que l'écran est tout petit. Donc, parce que l'écran est vraiment petit. Les SMS défilent. Vous pouvez lire votre SMS, vous pouvez lire toutes les notifications de n'importe quelle application. Alors, en plein soleil, c'est moyen, il faut se mettre un peu à l'abri, mais bon. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran sur l'application. À partir du moment où tu as une Weezing, si tu ne te mets pas au soleil, c'est mauvais pour la santé, ok? D'accord. Combien ça coûte? Et elle est déjà disponible? Alors, elle est disponible depuis ce lundi. Et elle est à 279 € pour les modèles qui sont à 38 mm et 299 € pour les modèles à 42. Parfait. Merci beaucoup, Lucie. Autre objet connecté, Jérôme, que tu voulais nous présenter. Eh bien, écoute, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, Lucie. Je l'ai apporté. C'est cette petite bague, en fait, qui fait à peu près la même chose. Enfin, elle fait moins de choses, on va dire, mais c'est également une bague connectée et qui est censée traquer un certain nombre de paramètres liés à la santé. Alors le sommeil, analyse du sommeil, le nombre de pas évidemment, ça c'est logique, la fréquence cardiaque bien entendu, la température également. Et tous ces éléments sont ensuite remoulinés par une application qui vous donne pas mal d'informations assez intéressantes sur votre état de santé. Je l'essaye depuis plusieurs semaines, plusieurs jours et je vais même tout vous dire, en réalité c'est mon fils qui la teste. Il en est assez content. Évidemment, il y a des limitations. Il n'y a pas d'écran, donc on ne peut rien voir dessus. Là, on ne verra pas les SMS. Sur l'appli pour voir les résultats. Il faut forcément se connecter. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on va encore plus, on réduit encore plus la surface de ces objets-là. Je ne sais pas, la suite, c'est quoi? C'est un patch sur la peau, ça pourrait être envisageable? On pourra miniaturiser jusqu'à ce niveau-là? Effectivement, on a réussi à miniaturiser. Enfin, déjà, le fait d'arriver à mettre autant de capteurs dans une montre, ça a demandé... d'un point de vue mécanique, le fait de miniaturiser énormément d'éléments. Après, nous, notre positionnement, c'est quand même de dire on se focalise sur une montre parce que c'est un objet que vous avez déjà l'habitude de porter. On ne va pas vous inviter à utiliser des capteurs dont l'usage est peut-être un petit peu plus compliqué. La température, tiens, c'est un truc qui, il y a encore un an, passé complètement en dessous des radars, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, la température a pris, avec cette épidémie de Covid, un sens incroyable. Est-ce que demain, on peut imaginer que la ScanWatch puisse nous donner notre température? Est-ce qu'il y a le bon capteur ou est-ce que c'était trop tard? Vous avez conçu la montre sans le bon capteur? Il n'y a pas encore le bon capteur, mais effectivement, la température, c'est un sujet qui est intéressant, qui permet de suivre, si on analyse les tendances, qui permet de suivre, de détecter potentiellement
potentiellement un certain nombre de maladies. Je pense qu'il faut l'associer aussi à d'autres paramètres vitaux. Ouais. Donc on peut imaginer que l'année prochaine, il y aura des montres, peut-être chez vous aussi, avec le capteur de température. Ça peut être envisageable. Il faut vérifier effectivement ce que ça peut apporter, parce que la température corporelle, on ne la prend pas non plus n'importe où si on veut avoir quelque chose de précis. Je tiens à préciser qu'on a un thermomètre connecté qui marche extrêmement bien depuis le début du Covid. Bien sûr, et puis vous avez un tensiomètre connecté, vous avez une balance connectée, enfin il y a tout un écosystème. Et puis en plus, voilà, WeSings est français, il faut quand même le rappeler, donc cocorico. Je reviens juste un instant sur la bague, qui elle n'est pas française, elle est finlandaise, et qui a passé un partenariat avec l'Université de San Francisco pour justement essayer d'utiliser toutes les données captées par cette bague pour tester les signes avant-coureurs du Covid-19. En plus. Et donc l'enjeu, c'est ça, c'est que ça puisse vous annoncer que vous allez être malade du Covid. Merci beaucoup, Lucie Breteau, directrice Pas de marketing. bague chez WeSings, un de ces quatre, non? Pas de bague pour l'instant? Pas prévu pour l'instant. Bon, ok. Merci, en tout cas, vous êtes directrice Merci. marketing de WeSings. Dans un instant, Jean-Sébastien Zan qui sera là pour nous parler d'un casque Sony. Et tout de suite, c'est Amélie Charnet qui nous rejoint. Amélie, c'est la reine des télécoms, vous le savez, sur 01 TV. D'ailleurs, vous voyez son beau téléphone orange là qu'on a aperçu dans son jingle. Enfin, la reine des télécoms qui nous parle de la petite reine, moi je dis bravo, C'est royal. c'est beau. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Bonjour, Amélie, Amélie. alors on n'a pas fait tout le Tour de France, j'imagine, parce que ça prendra un peu de temps et ça doit Puis être c'est un pas peu fini en fatigant. plus. Et puis en plus, c'est pas fini, même si ce Tour de France est un peu, on va dire, étonnant cette année, hein, avec beaucoup moins de public, etc. Tu voulais nous parler, Amélie, en fait, de ce qu'on voit moins du Tour de France, c'est toute la partie télécom qui est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, le Tour de France est devenu un spectacle qui est retransmis à la télé, etc., et qui nécessite beaucoup d'innovation pour être retransmis. Oui, alors c'est le 3e événement sportif le plus vu dans le monde. Et les années où il n'y a ni JO ni Coupe du Monde de football, c'est le premier événement. Donc c'est quand même retransmis dans 190 pays, il y a 90 chaînes qui sont là, il y a 450 journalistes, donc il faut une connectivité incroyable. Et en plus, la particularité de cet événement, c'est qu'il se déplace tous les jours. Donc tous les jours, il faut reconstruire tout un réseau. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir les équipes d'Orange qui nous ont ouvert leurs portes. Alors le centre névralgique, c'est plutôt à la zone technique d'arrivée. Et je vous propose alors d'écouter Henri Thérault, qui est le directeur technique d'Orange Events. Et il fait aussi le Festival de Cannes, le Vendée Globe, le Roland Garros. C'est un peu Tout ça, c'est lui. Voilà, tout ça c'est lui. C'est Monsieur Mobilité, quoi. C'est ça, ça fait 24 Monsieur ans qu'il Gros assure événement. la connectivité du Tour de France. Donc il est incroyable. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors un an et demi, je pars sur les routes avec la direction du Tour de France pour préparer et pour déterminer où seront situés mes camions, puisque nous sommes les seuls sur les 120 cars qui animent la ligne d'arrivée à être tributaires d'une fibre optique et d'un fil d'Ariane. Donc on a besoin de savoir exactement où seront situées les salles de presse, où seront situées les lignes d'arrivée. Donc on étudie ça de façon précise, et puis après donc, nous réalisons des travaux. Au Mont-Aigual, nous avons fait 17 km de génie civil et raccordé de la fibre optique au sommet du Mont-Aigual. Donc je ne vous dis pas, en fin de confinement, il a fallu se presser pour arriver à raccorder des sites du Tour de France. Ça veut dire que, où qu'ils aillent, même dans le village le plus petit reculé village de perdu France, paumé. ils tirent de la fibre. Et il y a systématiquement 4 étapes sur le Tour de France où il n'y a rien. Donc il faut dérouler de la fibre optique. Et alors là, en plus, ils n'ont rien pu faire avant la fin du confinement. Donc, et le parcours a été changé. C'était censé quand même démarrer au Danemark. Donc du jour au lendemain, on leur dit « Ah non, finalement, c'est pas le Danemark. Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on a de la fibre? Non, il n'y en a pas. Allez hop, on déroule. » Et il faut mettre des antennes 4G. Et alors, il y a une partie des installations qui sont temporaires, mais d'autres qui vont rester. Bah oui, Donc quand même, que ça profite aux gens. c'est tout à fait bénéfique pour les petits villages qui... Alors, ils ont une règle, c'est qu'ils prennent tout le tracé et sur un rayon de 10 km, il faut qu'il y ait de la connectivité renforcée. Donc là, on a quand même, je crois que c'était 23 sites temporaires, des dizaines et des dizaines de villages qui ont eu la 4G pour la première fois grâce au Tour de France et des gymnases et des écoles qui ont eu la fibre optique. Mais alors, Ça va rester, ça. Et la 4G, elle reste, voilà, c'est pas des Ça dépend, voilà, il y a une partie des ils peuvent installations qui sont redémonter temporaires, oui, parce qu'il y a quand même 3500 personnes qui sont sur le site des étapes, donc c'est énorme. Oui, ça demande des capacités que voilà. peut-être le village n'a pas besoin
Exactement, c'est ce qu'il disait. Là, quand on va partir du champ, donc là, on était à l'île de Ré, il n'y aura pas besoin d'avoir autant de fibres optiques dans ce champ où il n'y a personne. Donc, on va remballer quand même. C'est le champ le plus connecté de France. Et alors, pour assurer cette connectivité, ils ont 3 semi-remorques qui sont pleines à craquer de matériel. Et donc, en fait, il m'a expliqué un petit peu en quoi consistaient ces semi-remorques. Donc, je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Allons-y. Alors, les 3 camions sont des centraux téléphoniques sur roulettes qui sont chargés d'acheminer toutes les télécommunications, à savoir toutes les images de la course, tous les sons des commentateurs, tous les photos des photographes, tous les textes de la presse écrite, et puis également toute la data de la course, à savoir les classements, les chronométrages et l'Internet, puisqu'il y a des relais Wi-Fi un petit peu partout posés sur cette zone. Donc, c'est le centre névralgique, je vais dire, ce sont des centraux téléphoniques ambulants qui acheminent tout ce que vous voyez à la télé et qui acheminent l'information en temps réel. Alors, oui, c'est vrai qu'après, j'imagine que France Télévisions se sert aussi de certaines de ces, on va dire, installations pour diffuser des images, pour retransmettre, en fait, tout cela. Il n'y a pas de retransmission télévisée du Tour de France sans Orange, en fait. Alors, c'est un petit peu complexe, l'architecture, c'est-à-dire que vous avez 5 motos qui suivent l'étape avec des caméras embarquées. Ces images sont envoyées à un premier hélicoptère, qui est un hélicoptère intermédiaire. Ensuite, cet hélicoptère envoie les images à un avion. L'avion envoie les images à deux faisceaux hertziens qui sont montés sur une grue et qui sont récupérés par Globecast, qui est en fait une société d'Orange. Globecast ensuite envoie les images par la fibre optique au car régie de France Télévisions qui va lui lancer donc sa réalisation pour la France. Mais il y a un autre signal qui passe pour les autres télés étrangères qui ont leur car régie sur place. Et ils vont faire leurs incrustes, ils vont faire leur montage, leur habillage. Et ça part dans 190 pays. Waouh, incroyable. Donc, et tout ça, c'est quand même complexe. Alors, on est à l'aube du réseau 5G. Est-ce qu'on parle déjà de 5G durant ce Tour de France? Est-ce qu'il y a des expérimentations, des choses comme ça? Non. Des tests? Alors moi, j'aurais même soumis une idée qu'ils ont trouvée complètement ridicule. J'aurais dit, mais je comprends pas. J'aurais dit, mais pourquoi vous ne prenez pas un ballon dirigeable comme Google? Oui, bien sûr. Et puis alors là, fini le déroulage de fibre optique. Franchement, dans les stations de montagne, pourquoi vous vous embêtez avec ça? Ah non, mais c'est hors de question. On n'a même pas le droit d'utiliser des drones pour la sécurité. Donc vous imaginez bien, jamais ils avaient envisagé des montgolfières, des trucs comme ça. Jamais. Non. Alors en plus, pour des raisons de sécurité, quoi. de sécurité réglementaire, oui. Ne pas survoler en fait ces zones-là. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, Orange prend en charge la vidéosurveillance et tout ce qui est PC de sécurité. Donc et ils ont 8 réseaux Wi-Fi sur le site. Enfin, c'est vraiment tout à fait énorme, quoi. C'est assez incroyable. On parle d'Orange, mais on ne parle pas des autres opérateurs. Les autres opérateurs sont complètement à côté, ne font rien du tout pour le Tour de France. C'est vraiment la chasse gardée d'Orange. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que les gens qui viennent, le public, en fait, ils continuent à se connecter au réseau normal des opérateurs qui sont là. Donc, c'est 2 réseaux tout à fait distincts. Il y a le réseau public et puis il y a le réseau du Tour de France. Et ensuite, traditionnellement, en fait, avant Orange, c'était France Télécom. Avant France Télécom, c'était les PTT. Ils étaient déjà partenaires du Tour de France. Les PTT, Jérôme. Depuis les débuts. m'en parle pas. Depuis les débuts du Tour de France, quand il fallait envoyer des TX, en fait, les VTT étaient là. Donc ça s'est fait naturellement. Et puis donc Orange étant l'opérateur historique héritier de ce patrimoine-là. C'est vrai qu'il y a de nouveaux opérateurs maintenant. Voilà. Donc, et puis avant, donc il fonctionnait plutôt avec la DSL. C'était le propriétaire du réseau ADSL. Donc c'est logique, quoi. Personne n'a les moyens de rivaliser avec eux au niveau infrastructure. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, il y a encore un petit peu d'État dans Orange, donc il y a encore un actionnariat de l'État. Merci beaucoup, Amélie, pour toutes ces précisions. Voilà. Super. Écoutez, maintenant, quand vous regarderez le Tour de France à la télé, vous le verrez peut-être d'une manière un peu différente, avec tous ces aspects techniques qui font qu'on a une image magnifique. Je crois qu'il y a même des passages qui sont filmés en 4K, non? Oui, et alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à cause du Covid, les journalistes ne peuvent plus accéder aux coureurs après la course. Donc en fait, ils sont enfermés dans ce qu'ils appellent leur bulle de santé, je ne sais plus ce que c'est leur bulle. Et en fait, il y a des visioconf avec traduction simultanée en 4K. Donc traduit en anglais
anglais et en espagnol. Ah oui. Donc en fait, il a fallu ajouter ça en plus également au niveau connectivité. Et il me disait qu'il y a quelques années, les photographes envoyaient 10 photos par jour. Aujourd'hui, une agence de presse photo en envoie 3000 par jour. Ouais. Donc au niveau data, et puis avec tous les sites web, toutes les vidéos qu'il faut envoyer, c'est phénoménal. Il faut un gros tuyau. Voilà. Ouais. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie Charnet. On enchaîne tout de suite. Avec de l'audio. Oui, pour terminer ce 01 Hebdo avec Jean-Sébastien Zanqui qui nous rejoint. Le mur du son. C'est Jean-Sébastien Zanqui, alias les oreilles d'or. Bonjour JS. Bonjour. Golden Ear. Il est là, Jean-Sébastien Zanqui. Et qui vient nous parler d'un casque qui carrément se présente comme le meilleur casque à réduction de bruit du marché. Oui, c'est signé Sony. C'est la grosse sortie de la rentrée. C'est le Sony WH-1000X Mark IV. Alors, comme souvent chez Sony, les références sont très sexy. Les Japonais adorent ces références qui font 3 km de long. Tout à fait. Et Sony particulièrement. Quelle horreur. Il y a une logique à chaque fois dans ces appellations, mais on ne la comprend pas. Alors, est-ce que c'est le meilleur casque du marché ? On peut dire que oui, c'est quand même le successeur du Mark III qui était quand même la grande percée de Sony dans le casque à réduction de bruit, qui lui a permis d'égaler Bose à l'époque. Déjà la première chose, qualité audio, du Sony pur jus, un petit peu basseux, des fréquences graves, mais ça reste quand même libre sur le reste des fréquences. Les aigus sont très précis, tout respire bien, il y a une bonne dynamique, il y a beaucoup de puissance. Si on veut vraiment écouter la musique très fort, attention au tympan, mais on peut y aller. Après, la réduction de bruit, c'est au niveau de ce qu'arrive à faire Bose, presque au niveau, si on peut chipoter un peu, mais c'est quand même assez impressionnant. Moi, je l'ai testé tout le mois d'août, alors en avion, en train, à la plage, où vous voulez, et c'est vraiment parfait. Si vous voulez avoir votre petite bulle de tranquillité, vous mettez ça sur les oreilles. C'est vrai que Bose, avec le QC35, avait mis la barre assez haut. Tout à fait, ouais. Et après, ensuite, le NC700 aussi, qui est excellent. Autre qualité, l'autonomie. Alors là, on a halluciné sur les résultats de test, c'est-à-dire qu'avec réduction de bruit, on est à 36 heures d'autonomie. C'est-à-dire que, par exemple, le NC700 de Bose ne fait que 18 heures, donc on est au double. Et sans réduction de bruit, on n'en voyait plus la fin. On a fini le test ce matin. Il a fini ses vacances. Il fait 59 heures sans réduction de bruit. Donc 59 heures, t'as pas dormi, t'écoutais la musique. Voilà, donc là, vous le rechargez vraiment de temps en temps. Vous n'êtes pas en train de vous demander est-ce que je dois charger parce que j'ai écouté de la musique tout l'après-midi. Le confort Le confort, pareil. C'est important pour ce type de casque. Tout à fait, très bon confort. Les mousses ont été un petit peu renforcées par rapport à la génération précédente, donc un peu plus confortable. Malgré tout, je trouve que Bose là-dessus reste quand même le champion au niveau confort. Il s'oublie plus facilement que celui-ci. Tu peux l'essayer ? Bien sûr. Ouais. Mais alors, au niveau de la réduction de bruit, il y a des petites choses qui sont sympas, j'ai l'impression. On peut malgré tout entendre ce qui se passe autour à certains moments. Ouais, comme un petit peu tous ces casques modernes, on a des modes transparents, on va dire. C'est-à-dire que comme les quand on pose la paume sur l'écouteur droit, par exemple, si on laisse la main dessus, on passe en mode transparent. Donc les micros captent ce qui se passe à l'extérieur, les réinjectent directement dans les haut-parleurs. Donc on n'a pas besoin de retirer le casque, la musique se met en pause. On entend mieux les personnes qui sont autour de nous. Avec une petite nouveauté cette année, c'est ce qu'ils ont appelé le push to talk. C'est-à-dire que dès qu'on parle, il reconnaît notre voix et il se met en pause, pareil, et en mode transparent. Alors, c'est génial. Non. Sauf quand on se met un petit peu à chanter, par exemple. On a de la musique dans les oreilles, et puis là, on commence à pousser la chansonnette, et il se met en pause. Et voilà, donc c'est. Il devrait s'accompagner si on chante mal, par exemple. Là, ça aurait du sens pour tous les voisins. Ouais, mais on chante pas quand on a un casque. Bah si, on écoute de la musique, tu chantonnes quand même un petit peu parfois. Alors c'est bien en open space, par exemple, quand on sait qu'on va pas chanter, que les collègues vont nous parler, qu'on va leur répondre, pourquoi pas. Après, quand on est dans la rue, voilà, c'est un petit peu tout seul, différent. Quelque part. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un petit peu mitigé là-dessus. Sur les autres défauts, Sony cette année a choisi de supprimer le codec aptX HD. Alors, c'est le codec de Qualcomm, le codec qui permet de transmettre du son presque sans perte audio entre les téléphones qui sont équipés d'une puce Qualcomm et donc surtout Android.
que Android évidemment, et ce casque-là. Voilà, c'est un peu une surprise. Il y a une certaine logique dans le sens où Sony pousse son propre codec lossless qui s'appelle le LDAC, mais qui n'est utilisable presque avec les appareils Sony. Voilà, et qui est intégré. Donc, et qui est intégré, bien sûr. Mais le LDAC permet une retransmission du son sans perte quasi. Presque sans perte. Voilà, presque sans perte. C'est le meilleur codec. Donc c'est beaucoup mieux que le Bluetooth. Alors c'est en Bluetooth, mais c'est beaucoup mieux que le SBC ou le AC, par exemple. Et on sent la différence ou pas, Jean-Sébastien? Tu as oui, testé quand on a vraiment des fichiers de qualité, quand on commence à avoir un peu de volume et tout, au niveau de l'ouverture de la scène sonore, au niveau de la dynamique, il y a quelque chose quand même de plus sympa. Il a ce casque à les qualités audio pour pouvoir en profiter, effectivement. Mais on est déçu qu'il y ait cette solution aptX HD qui est presque universelle, qui ne soit plus ils auraient pu mettre les deux, non? Voilà, c'est un peu bizarre d'enlever des fonctions sur une nouvelle génération d'appareils. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Et puis, quand même, il y a un gros défaut malgré tout à ce casque. C'est que les différences avec le Mark III. C'est embêtant. Non. La différence avec le Mark III, c'est-à-dire la génération précédente, elles sont faibles en fait. C'est-à-dire qu'à part l'autonomie qui est beaucoup plus importante, la qualité audio au niveau matériel, c'est la même chose. C'est des transducteurs de 40 mm, c'est le même matériel. La puce, c'est la même chose. Les algorithmes ont été un peu améliorés sur la réduction de bruit, mais franchement, pour s'en rendre compte, c'est compliqué. Donc au final, on se retrouve avec vraiment un excellent casque, mais en fait, le Mark III était encore excellent. Donc c'est vraiment un casque. Mais il remplace le Mark III. Alors il remplace le Mark III, mais lui qui va rester encore, il y a du stock, il va rester pas cher. C'est le moment de faire des bonnes affaires avec le Mark III. Oui, tu peux nous conseiller plutôt de nous tourner vers le Mark III si on a une bonne promo. Voilà, par rapport à celui-ci est à 380 €. Le Mark III, il commence à se trouver autour des 300 €, voire parfois moins cher quand il y a des bonnes promotions. Donc il faut y réfléchir clairement. Si on a un Mark III, n'en changez pas. C'est un super casque. Par contre, si vous n'avez pas de casque à réduction de bruit, là vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un modèle excellent. On regrette seulement cette légère amélioration, mais qui n'est pas hyper significatif par rapport à. Il marche en filaire également? Il marche aussi en filaire. Il est très bon aussi en filaire au niveau du son, parce qu'on sait que ces casques-là sont faits vraiment pour marcher en Bluetooth. Donc finalement, le meilleur son, on l'a en Bluetooth. Mais en filaire, il reste aussi très très bon, tout à fait. Voilà, et pour conclure, si on parlait de qualité sonore excellente, ça serait pas mal de coupler ça avec l'offre d'Amazon Music, Premium HD, qui a été lancée, Music HD, qui a été lancée aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, un an après les États-Unis presque. Voilà, magnifique transition. Et qui est très très intéressant niveau prix, parce qu'elle est seulement à 15 €. Quand on voit les prix que pratique par exemple Qobuz, où on a des offres équivalentes qui sont à 25 €, ou Tidal qui sont plus chères aussi. Donc c'est une bonne offre effectivement. Avec de la musique qualité CD et puis même de l'ultra HD en musique pour certains titres, avec où là FLAC, on est donc avec on ne connaît pas par contre le nombre de chansons qui sont disponibles. Ils disent plusieurs millions, mais on aura l'occasion de reparler parce que c'est tout frais, c'est tombé ce matin, donc on en reparlera. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci Jean-Sébastien Zanqui, qu'on est ravi d'accueillir régulièrement comme ça tous les mois pour nous faire découvrir un produit audio en profondeur. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce 01 Hebdo. Un petit coup d'œil sur la question. Utilisez-vous des objets connectés pour suivre votre santé? On en parlait tout à l'heure avec notre porte-parole de chez WeSings. Oui, 49,4, non 50,6. Voilà, on est quasi c'est toujours très moite-moite. N'hésitez pas à faire évoluer ce sondage. C'est sur la page Twitter de 01 TV. Juste avant de se dire au revoir, n'oubliez pas le rendez-vous important, exceptionnel que nous vous donnons en direct mardi prochain, donc ce mardi à 18h45 sur 01 TV. On sera en direct, Jérôme, pour vivre la keynote Apple. Absolument, puisqu'on attend, on ne sait pas encore quoi, mais iPad, Apple Watch, iPhone, c'est pas sûr, mais sans doute plein de bonnes choses. Ce sera l'événement de la rentrée pour Apple. Voilà, le 15 septembre, vous le voyez. Ce petit teaser qu'Apple a envoyé à tous les journalistes il y a quelques jours. Très jolie animation. Oui, à suivre donc sur 01 TV. On compte sur vous, on sera en direct à la fois sur le web, sur YouTube, sur 01tv.com et sur les box aussi, sur les box SFR, Orange, Free et sur le satellite aussi sur FranceSat. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour 01 Hebdo. Portez-vous bien, à très vite.